J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu plus donc des fameuses personnalités politiques qui sont ressorties lors de ces élections. C'est vrai que là, on a pu voir qu'il y avait donc des personnalités politiques qui étaient en tête de proue pour représenter leur mouvement, et ça devenait un élément central lors des débats, mais aussi pour les électeurs qui se concentrent énormément sur les personnages et ils essayent d'y trouver une figure un petit peu de sauveur. Donc, par exemple, pour le Rassemblement national, maintenant, on a aujourd'hui Jordan Bardella qui est évidemment donc mis en avant, et Jordan Bardella qui fait couler beaucoup d'encre à la fois sur son parcours, aussi sur sa jeunesse, son manque d'expérience. Quel est votre avis justement sur le personnage de Jordan Bardella et ce qu'il représente aujourd'hui au sein du Rassemblement national, sachant que, je le rappelle, vous avez été au Front National? Oui, oui, j'ai été au Front National. J'ai écrit un certain nombre de discours de Jean-Marie Le Pen et j'étais un proche et un conseiller de Jean-Marie Le Pen qui aimait bien la ligne gauche du travail droite des valeurs. Ça, d'ailleurs, ça se comprend quand on remonte à l'origine de son implication dans la politique à partir du milieu des années 50. C'est un type qui n'est pas d'extrême droite profondément, hein. C'était un poujadiste, on peut dire que c'est un anarchiste de droite, et il a une sensibilité sociale de par le fait qu'il est pupille de la nation, hein, qu'on ne retrouve pas tout à fait chez sa fille, hein. Voilà, qui est une héritière d'une certaine manière. Il faut faire de la psychologie politique à partir de d'où part le tutoie, hein, très, très marxiste, hein. Et, Même marin-pêcheur pour Le Pen, il oui, oui. expliquait que voilà, il était Son père était connecté au réel. marin-pêcheur et a sauté sur une mine allemande, hein, et il se retrouve pupille de la nation très jeune. Voilà, donc c'est un gars du peuple, hein, Le Pen. Alors que sa fille est une héritière, donc la vision n'est pas tout à fait la même. Et moi, j'ai été proche de Jean-Marie Le Pen. J'ai travaillé avec le Front, comme d'ailleurs j'ai été au Parti communiste. C'est aussi ce que je dis quand on veut savoir ce que c'est que la politique et qui est quand même un jeu d'appareil. Si on ne se contente pas des commentaires journalistiques, il faut aller voir. C'est-à-dire qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Et moi, j'ai été au Parti communiste français et j'ai été au Front National, qui sont quand même les deux partis intéressants, hein. Je veux dire, quand on s'intéresse à la politique de façon un peu sérieuse, on s'intéresse aux partis un peu gênants, quoi. Je me suis jamais intéressé ni au PS ni aux jeunes giscardiens. Enfin, je veux dire, on est dans la normalité bourgeoise de gestion. Donc, ce qui m'a intéressé moi, c'est à l'époque où il y avait les interventions de Georges Marchais, d'une certaine manière, m'intéressaient. En plus, il y avait une dimension drôle. Et on voit bien que Georges Marchais, à un moment donné, a été remplacé en fait par Jean-Marie Le Pen pour ce rôle de trublion, de type qui n'est pas tout à fait de la bande, même si évidemment c'est plus compliqué que ça, hein. Il y a à la fois un rejet et une intégration. On le vérifie d'ailleurs avec le RN, qui à la fois se dédiabolise et a le droit à un accès plus direct aux médias, et en même temps qui se fait rediaboliser quand c'est nécessaire, avec un espèce de système de promotion et de blocage, hein, qui se fait d'ailleurs par la manipulation médiatique et la complicité des journalistes, hein, qui, comme je l'ai dit, aujourd'hui sont soit des putes, soit des chômeurs. Et rappelons que cette histoire de diabolisation et de dédiabolisation, il faut toujours faire de l'histoire, hein, parce que le problème des jeunes, c'est que souvent ce qui s'est passé il y a plus de 5 ans, ils l'ignorent. Et moi, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que les gens savent, connaissent l'histoire. Il y a des gens, je l'ai vu quand j'ai fait la vidéo avec Dieudonné sur notre long parcours antisioniste, découvrent qu'on était déjà dans le combat depuis 2002. 2002, c'est la nuit des temps pour la vision jeuniste du monde, hein. Et rappelez-vous qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen, qui avait pris la tête du Front National, alors qu'il venait pas tout à fait de ce milieu, il a été mis à la tête parce qu'il était performant comme homme médiatique, il faisait 0,72% en 72. C'est assez marrant. Et puis à un moment donné, on a Mitterrand au pouvoir, qui a toujours la même stratégie. La gauche est minoritaire en voix, mais veut continuer à exercer le pouvoir malgré cette contradiction. Et donc, à un moment donné, Mitterrand ordonne d'une certaine manière que Le Pen soit invité dans les grandes émissions. À l'époque, c'était l'heure de vérité. Et comme il est performant et qu'il parle au peuple, qui se pose déjà les questions du chômage et de l'immigration, qui sont deux grands sujets qui sont d'ailleurs parfois articulables, et ben, Le Pen passe du jour au lendemain de 1% à 15%. Et là, le système qui le fait monter, pourquoi le fait-il monter? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'arc républicain. C'est-à-dire que c'est 15% à la droite de la droite, dont la droite n'a pas le droit de se servir dans l'addition électorale. Ce qui fait que la droite plus l'extrême droite est majoritaire, mais elle est minoritaire puisqu'il y a ce qu'on appelle l'interdiction de l'arc républicain, qui, je le rappelle, est une note interne du Benaï Brit, hein, c'est-à-dire comment dirais-je, de la franc-maçonnerie juive internationale, qui menace tout homme politique de droite qui accepterait les voix du Front National dans un report et dans un deuxième tour d'excommunication.
Et je crois qu'il y en a un qui, à un moment donné, le fait quand même. Je crois que c'est Charles Millon, si je me rappelle bien. Et on lui détruit sa carrière politique. Vous voyez, il faut avoir cette culture. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les hommes politiques de droite savent qu'il y a une extrême droite qui prend de plus en plus de place, mais que dans le report électoral, on n'a pas le droit de s'en servir. Et ça maintient au pouvoir la Mitterrandie, c'est-à-dire la gauche, qui se retrouve gagner toutes les élections en étant très souvent minoritaire. Et pourquoi minoritaire? À cause de sa gestion de moins en moins sociale de la question sociale, en réalité, de sa trahison du programme commun. Hein, il faut comprendre ça. Ce qui veut dire que quand on comprend tout ça, on comprend la dédiabolisation de Marine qui n'est que relative, on comprend le pouvoir macronien qui se maintient au pouvoir en étant ultra minoritaire, on comprend des tas de choses qu'on va vérifier ce soir, même sans avoir besoin d'allumer la télé pratiquement. Alors, excusez-moi pour le bug, même mon nom a changé. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme on a énormément de monde, le serveur Restream bug un peu. Je vais juste modifier le nom. Est-ce que vous m'entendez bien, Alain? Moi, je vous entends bien. J'ai vu que tu avais disparu à un moment donné et que tu t'appelais Cécile. Exactement, c'est la modératrice qui est derrière, donc ça récupère automatiquement son nom. Mais là, en fait, on est plus de 10 000 sur YouTube et 20 000 en comptant tous les réseaux. Donc là, ça fait un peu de bug, désolé. Donc, je voudrais donc vous merci pour ce récapitulatif. Donc, pour le Front National. Et est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu plus donc de la mutation avec le Rassemblement National, les changements internes qu'il y a pu avoir, et aussi donc l'ascension d'un personnage comme Jordan Bardella, qui est aujourd'hui une figure de proue et qui représente une sorte d'avenir pour le mouvement patriote français? Là, on est typiquement dans le jeunisme. On voit bien qu'en face, d'ailleurs, on a un Premier ministre, on a un rajeunissement du personnel politique qui se traduit aussi par un appauvrissement de la culture politique de ces représentants qui sont de plus en plus des personnages médiatiques qui existent beaucoup par le média training et non pas par la culture politique, l'épaisseur politique. On a le rajeunissement n'est pas synonyme de hausse de la qualité, hein. C'est plutôt on est un peu dans. Ça correspond d'ailleurs aux émissions de télé qu'il y a dans la même période, hein. The Voice, tous ces trucs de concours de jeunes pour accéder aux médias. Alors là, on voit que si on reprend la séquence, on voit qu'à un moment donné, Marine Le Pen se pose la question de la dédiabolisation. Or, poser la question de la dédiabolisation, c'est poser la question de la diabolisation. En fait, c'est qui a le pouvoir de diaboliser. On voit très bien que quand Chirac parle du bruit et des odeurs à propos des Noirs, ça ne lui détruit pas sa carrière politique. Alors que quand Jean-Marie Le Pen fait deux plaisanteries, hein, Durafour crématoire et l'autre qui était le point de détail, le point de détail, eh ben on lui ressort en permanence systématiquement comme quelque chose qui l'exclurait du champ de la politique respectable. Donc on voit bien que et les gens intègrent cette idée de Jean-Marie Le Pen a empêché par ses saillies l'accession du Front National au pouvoir. On peut vérifier aujourd'hui que ce commentaire est totalement naïf et stupide, puisque Marine a absolument tout fait pour la dédiabolisation. Aujourd'hui, le RN est un parti de centre-gauche. Hein, il est pour qu'on rentre dans la constitution l'avortement. Je parle par rapport à ce qui fait un parti d'extrême droite. Hein. Il valide il coche toutes les cases du centre-gauche, quoi. Hein. C'est absolument pas. C'est même plus un parti de droite au sens traditionnel et historique du terme. Je me permettrais même d'ajouter, en fait, c'est que la critique qui est faite aujourd'hui par la jeunesse qui est issue du Nouveau Front Populaire ou même du collectif du Nouveau Front Populaire, c'est de rappeler absolument que le Rassemblement National a été fondé par la Waffen-SS, c'est ce qui est dit directement, c'est que c'est directement le nazisme. Donc en fait, lorsqu'on regarde le programme et l'évolution du Rassemblement National qui est dirigé par une femme, où il y a quand même un taux de politiciens homosexuels assez important, on se dit on est quand même loin de la logique aryenne et du nazisme en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est le système de domination qui décide de la dédiabolisation. Et quand on joue la dédiabolisation, parce qu'à des moments, on fait monter le RN, et puis c'est vraiment un système faire monter et bloquer quand ça monte trop. Sur la séquence Le Pen, que j'avais pas fini tout à l'heure, c'est qu'il est monté à 15% du jour au lendemain parce qu'il était très performant. Et le lendemain, il y a l'organisation de l'affaire de Carpentras. Hein, pour ceux qui se rappellent. Et ça, d'un seul coup, eh ben, d'abord, ça le menace terriblement physiquement, hein, et puis ça le fait redescendre, et ça le maintient en fait pour toute sa vie autour de 15. Parce que même quand il fait 17 à un moment donné pour être au deuxième tour, parce que le PS a mal calculé, il a joué le deuxième tour avant le premier avec la candidature Taubira, et qu'en fait ça se joue à un demi-point pour un
un mauvais calcul. Hein, et l'affaire de Carpentras est restée dans les mémoires, alors que maintenant on sait que c'était une fausse opération pour saboter le Front National. Et ça Oui, reste c'était encore une ancré dans les mémoires. opération du ministère de l'Intérieur à l'époque menée par Pierre Jox, qui s'appelle d'ailleurs Alévi. Hein, il faudrait aussi aller chercher le nom des gens. Et parce qu'à l'époque, le pouvoir en place était très agacé du fait que les Juifs de Côte d'Azur votaient Le Pen par on va dire leur haine anti-Bougnoul, parce que c'était beaucoup des rapatriés d'Algérie. Donc c'était des anciens OAS. Donc, et il a fallu en aider que le pouvoir règle le problème de couper les juifs de droite, on va dire, du vote FN. Et là, c'est marrant parce que d'un seul coup, on pense à la stratégie Zemmour récemment, etc. Et ils y sont parvenus par une opération de police, hein, qui s'appelle l'opération de Carpentras. Hein. Alors ça, évidemment, les jeunes ne savent pas tout ça, les vieux se le gardent et les journalistes se gardent bien d'en parler, mais en fait, le système de domination par le pouvoir sur les médias, qui est un pouvoir de l'argent de toute façon, tous ces journalistes sont payés, et puis quand nous, on monte des médias alternatifs, ben, on a le problème de l'argent, et puis le problème aussi de la diabolisation, et puis le problème de la loi telle qu'elle est instrumentalisée, parce que très vite, on peut décider que vous incitez à la haine, et d'ailleurs, on vous fait sauter YouTube parce que vous ne respectez pas les règles de la communauté. Les règles de Hein, il y a communauté, marqué, oui. les règles on ne sait pas de quelle communauté il s'agit, mais visiblement, il y en a une. Hein. Et donc, on voit bien que le système de domination politico-médiatique, qui est un système de domination par l'argent de toute façon, fait monter des candidats et les fait redescendre en fonction du même besoin qui est de se maintenir malgré, je dirais, le système pseudo-démocratique du vote majoritaire, c'est-à-dire du choix du plus grand nombre. C'est-à-dire que il y a deux solutions par rapport à ça. Quand on est minoritaire parce que les gens ne veulent plus de vous, parce que votre gestion produit beaucoup plus de mécontents que de contents, et c'est ça ce qui se passe en France de façon évidente depuis 1983, c'est qu'il y a de plus en plus de mécontents par rapport aux contents. Donc on se dit que fatalement, si la démocratie est la démocratie, les mécontents finiront par virer ceux qui sont au pouvoir. Quand je parle du pouvoir, hein, je ne parle pas de la politique. Le pouvoir et la politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, soit on abolit la démocratie et on passe à la dictature. Alors, il y a des moyens de passer à la dictature en douce. Hein. Ça peut être le Covid, vous voyez, ça peut être la lutte contre le terrorisme islamique. La notion d'état d'urgence qui est toujours maintenue aujourd'hui. Évidemment. Soit, eh ben, on s'arrange pour, par la manipulation électoraliste, les médias, le bourrage d'urnes, la terreur, les casseurs, la rue, ça peut être les black blocs, etc. On s'arrange pour se maintenir, soi-disant par la voie des urnes, alors qu'en réalité, on a un peuple qui vous est de plus en plus hostile. Et on est dans cette séquence-là, on va encore le vérifier ce soir, puisqu'on a en fait le parti majoritaire au niveau de la sensibilité populaire, c'est aujourd'hui le RN, évidemment, mais on se débrouille à chaque fois pour qu'il n'accède pas à la gestion. Bien que pour accéder à la gestion, il a à peu près renoncé à tout ce qui fait qu'il serait un opposant sérieux sur le plan de la gestion, notamment en sortant de l'Union européenne et en sortant de l'euro, puisque de tension de sort. Philippot a eu cette honnêteté de faire remarquer par son départ que si on ne sort pas de l'Union européenne et de l'euro, ce qui va avec, et de l'espace Schengen qui va avec, tout ce qu'on dit politiquement à la Chambre des députés français n'est que du théâtre, hein, puisque à plus de 90%, les décisions sont prises au-dessus, à une échelle d'ailleurs où c'est une échelle d'experts, il faut bien comprendre ça, qui sont des gens non élus. Donc en fait, quand on dit tout ça, on peut presque arriver à faire désespérer, à faire désespérer les lecteurs. Mais je dis, moi, mon but, c'est pas de dire voter ceci ou cela, hein, c'est essayer de comprendre comment marche cette machine très complexe qui s'appelle la machine démocratique. Hein, et pour ça, ça demande une culture politique, hein, un travail historique, un cerveau qui fonctionne à peu près correctement, et aussi une liberté, parce que quand vous commencez à dire des vérités un peu gênantes pour cette démocratie qui n'en est plus une, eh ben, on vous donne plus très longtemps la parole. Donc c'est comment continuer, comme je le fais ce soir, à pouvoir parler à des gens en dehors du bistrot, du bistrot ou de la rue, comme il y a eu à une époque, hein, des gens qui parlaient tout simplement debout sur une caisse dans la rue. Hein. Comment arriver à avoir une large audience en disant des vérités qui, aujourd'hui, gênent le pouvoir et la continuation du pouvoir. Et on est exactement là. Je vous présente aujourd'hui, là maintenant, le décor qui fait ta présence, la mienne, le sujet de cette émission, etc.
Mmh. Et donc là, vous venez de parler, justement de la différence entre la politique et le pouvoir. C'est-à-dire, ça permet de rappeler, on n'a pas, parlé de cet aspect-là aussi qu'il y a au sein d'Égalité et Réconciliation. C'est le travail que réalise Faits et Documents avec, Xavier Poussard. À la fois, il y a des émissions que vous pouvez voir qui s'appellent donc C'est parti mon kiki, sur, Égalité et Réconciliation, mais vous avez surtout donc la lettre qui est très importante parce que c'est la récupération du travail, enfin la continuité pardon, du travail d'Emmanuel Ratier et qui permet de voir la réalité des réseaux. Et vous avez, une série là qui a été faite sur la fameuse Macronie. Vous pouvez voir des réseaux avec des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui permettent de comprendre comment fonctionnent les arcanes du pouvoir et qui permettent aussi de comprendre comment certains personnages politiques peuvent être hissés, d'autres détruits. Par exemple, personne n'a parlé du réseau de Jean-Marc Borrello qui a été exposé dans le travail de Faits et Documents et qui est très intéressant et voire même un peu dangereux lorsqu'on voit certains sujets que ça peut toucher. On pourra peut-être en revenir ce soir. On essaiera d'éviter la censure avec certains sujets qui peuvent être Oui. dangereux et qui pourtant sont très importants au sein des institutions françaises. Mais donc, pour rester sur les personnages politiques, donc là, on vient de parler donc du Rassemblement national et Jordan Bardella. Il y a aussi évidemment une autre personnalité qui est au centre de la coalition de gauche et donc du nouveau Front populaire. C'est le personnage de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, vous avez pu commenter son parcours de nombreuses fois sur différentes vidéos analyses. Et Mélenchon a toujours un côté assez surprenant. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que c'est un grand orateur. Il a la capacité de changer de ligne, d'être toujours un peu du bon côté du manche en fonction des événements. On le voit se soumettre à Emmanuel Macron lorsqu'ils se rencontrent physiquement, mais pourtant, il en appelait, on voit qu'il a des ambitions politiques assez importantes. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage et surtout donc, de ce qu'il a créé avec le nouveau Front populaire? Bah, moi, j'ai beaucoup commenté Mélenchon. Je l'ai à la fois beaucoup attaqué et en même temps pas défendu, bien sûr, mais je dis c'est peut-être le dernier homme politique formé à l'ancienne. C'est-à-dire il a une vraie culture politique, il a une capacité d'élocution, il est très au-dessus de tous les autres en réalité aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il vient de la Mitterrandie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un social traître historique. Il vient du trotskisme et de la maçonnerie du Grand Orient. Et du lambertisme. Et ouais, du lambertisme. Tout ça, vous pouvez retrouver des vidéos où j'explique tout ça depuis les 2012, hein, où j'explique exactement qui il est. Et il a ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est repris aujourd'hui, c'est une expression qui vient de moi, une tentation d'oriotiste. C'est-à-dire que le système auquel il appartient l'a fait toujours fait jouer les seconds rôles. Il a été 2 fois sénateur, une fois il a accédé au secrétariat d'État, à la formation professionnelle. Il n'a jamais pu jouer les premiers rôles, alors que dans son esprit, il mériterait les premiers rôles. Dans son esprit républicain des Lumières, qui a fait quand même le parcours complet, qui a été utile parce qu'il a appelé à voter oui à Maastricht. C'est-à-dire qu'au moment où il faut trahir, il est toujours très efficace. D'ailleurs là, il était à 100% sur la cause palestinienne avec le symbole de Rima Hassan. Et puis quand il s'agit de négocier un nouveau front populaire, tout ça a été mis sous le boisseau. Je vous signale que ça continue à Gaza, hein, encore. Et d'un seul coup, on dirait qu'on a l'impression que les Israéliens et le Hamas se sont arrêtés pendant les européennes, pendant les européennes, oui, et après les législatives, alors qu'en fait, ça continue. Mais c'est là qu'on voit quand même ce que c'est que la politique politicienne, c'est que d'un seul coup, des gens qui se haïssent, qui s'insultent, finissent quand même par se réconcilier sur un projet électoral de très court terme, uniquement pour faire barrage, soi-disant, à un parti qui serait nazi, alors que c'est un parti de centre-gauche. Il suffit d'étudier l'histoire de ce que c'est que la politique. Et avec un enjeu quand même global, je le rappelle, c'est que toute la question politique actuelle qui surdétermine l'élection législative, c'est de savoir qui du RN ou qui de LFI est le plus antisémite, c'est-à-dire des antisémites d'hier ou des antisémites de demain, d'une certaine manière. Hein. C'est quand même, ça c'est quand même très visible aujourd'hui et ça devrait choquer tous les journalistes qui font leur travail. On sait que la communauté juive française représente 1% de la population. C'est pas une population qui subit des problèmes sociaux graves sur le plan de l'emploi, etc. C'est-à-dire que c'est pas une communauté souffrante d'une certaine manière. Et pourtant, l'antisémitisme, dont les définitions sont très très vagues, hein, et très extensible, surdétermine toute la politique aujourd'hui sur le plan de la morale. Hein, c'est-à-dire, et on a d'ailleurs des gens qui disent qu'il vaut mieux voter pour le RN malgré son passé que pour le LFI malgré son avenir d'une certaine manière et son potentiel. Et ça c'est intéressant parce que là on retombe sur Mélenchon. On a un Mélenchon qui a toujours été très près de Julien Drey, qui est un mitterrandien comme Julien Drey, qui a toujours fait le sale boulot du report au 2e tour pour lutter contre la bêtise-monde, et puis qui, à un moment donné, se retrouve marginalisé comme antisémite, parce qu'effectivement,
dans une sensibilité de gauche laïque républicaine, il se retrouve effectivement très choqué, ce que je peux comprendre. Alors après, il y a les arrière-plans politiques de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Hein. Alors là aussi, c'est pareil. Il y a tout de suite les gens disent c'est de l'électoralisme. Mais je rappelle quand même que les gens qui sont le plus sensibles à la cause palestinienne, c'est on va dire la jeunesse des banlieues. Et cette jeunesse des banlieues est celle qui vote le moins de toutes les catégories des électeurs de France. Donc je ne suis pas sûr que cette explication soit vraiment valide. Aller jouer le pro-palestinisme extrême dans le but d'aller chercher des électeurs, je pense que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas, c'est à vérifier, puisque on voit quand même que aux européennes, à la suite de cette campagne très très pro-palestinienne, on a un Glucksmann qui est un néocon, hein, qui est le néocon et fils de néocon, ce qui ne veut pas dire con, hein, ça veut dire ancien trotskiste passé à l'atlantisme et au sionisme ultra, hein, c'est le dominateur. Et on voit que Glucksmann, d'un seul coup, passe devant Mélenchon, hein, 14 face à 8. Donc voilà. Et là, quand je parle de tout ça, vous voyez, on n'est pas en train de dire pour qui il faut voter. On est en train de comprendre ce que c'est que cette tambouille qui s'appelle la politique française, qui est aussi compliquée mais différente que la tambouille italienne ou la tambouille allemande, parce que pour comprendre l'Europe, il faut comprendre ces trois tambouilles-là. Et pour ça, effectivement, il vaut mieux être abonné depuis des années à Fait et Documents que d'aller écouter les médias. Et là, on revient à mon livre Comprendre l'Empire, où je disais bien, il y a trois manières de comprendre la politique. Il y a les rapports de classe, c'est très important. Il y a les réseaux, c'est encore autre chose. Et il y a les individus, les héros politiques, les personnages. Voilà, il y a Napoléon, les Carbonari, et puis la révolution industrielle, d'une certaine manière. Vous voyez. Et il faut articuler, il faut toujours être dans la pluridétermination. En fait, la bêtise politique et la bêtise intellectuelle, c'est le monodéterminisme. Hein. Ça peut conduire à m'emmener à dire que tout s'explique par les Lubavitch, ou tout s'explique par l'opposition capitalisme, communisme au sens du 19e siècle. Vous voyez, quand on est dans le monodéterminisme exclusif, on passe nécessairement à côté de la complexité du réel. Alors par contre, c'est confortable en tant qu'individu. Hein, on est dans le confort. On se dit, voilà, j'ai trouvé l'explication. Au-delà du confort, l'explication du monde. Tu sais, j'ai l'explication du monde. Mais on dirait plutôt que c'est un moyen de survie face à la pression qui est de plus en plus importante du monde, parce que c'est quand même objectivement de plus en plus difficile de tenir mentalement. Il y a beaucoup de personnes qui pètent les plombs complètement. Il y a de plus en plus de crises mentales, psychiques, parce qu'il y a des problématiques économiques, sociales, etc. Donc, c'est une sorte de réflexe aussi naturel à observer, pas dans le sens, parce que quand vous dites confort, on pourrait croire qu'il y aurait une sorte de lâcheté derrière, mais je pense que il faut comprendre il faut comprendre qu'une explication du monde, ça vous rassure, puisqu'en fait, le monde est complexe, il est relativement violent. On a besoin d'être rassuré, puisque de se sentir, je veux dire, pas trop en déséquilibre permanent. Et une des façons de se rassurer, souvent, c'est dans l'histoire, c'est quoi le premier? C'est la religion. À un moment donné, vous avez un Dieu, qui est un Dieu en plus qui produit un message de type révélation, et qui dit, voilà la marche à suivre pour éviter l'enfer et aller au paradis, d'une certaine manière, et avoir une vie juste d'honnête homme. Le problème, Todd d'ailleurs en parle assez facilement et assez bien, c'est pas très compliqué, c'est quand à un moment donné, cette solution traditionnelle de facilité, qui est la vérité par la religion, se trouve, comment dirais-je, pratiquement totalement sortie du jeu, puisqu'on est dans un monde laïque et matérialiste, eh ben, ça génère une grande inquiétude, notamment l'inquiétude de est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a de la damnation ou pas? Est-ce que la morale a encore un sens transcendant ou purement fonctionnel? Toutes ces questions qu'on pourrait qualifier de métaphysiques un peu facilement, elles surviennent. Et on est quand même dans une séquence historique où les grands récits traditionnels, qui sont comment dirais-je, des vérités toutes faites qui permettent une vie relativement de donner du sens à la vie sans trop se poser de questions, eh ben, à un moment donné, vous avez il y a eu l'ancien régime, la monarchie théocratique. Le roi est roi de droit divin et ruisselle derrière lui la hiérarchie verticale de la noblesse, hein, c'est-à-dire l'aristocratie, validée par l'Église. Je ne sais pas si vous voyez, ça donne une solidité au système. Et puis à un moment donné, tout ça est foutu en l'air par quelque chose qui vient prendre sa place, qui est plus fragile, qui s'appelle l'idéal républicain, l'humanisme français, les droits de l'homme, ce qui est déjà plus fragile, parce qu'on est dans de l'immanent. Hein, on n'est plus dans du transcendant. Et puis à un moment donné, on voit que au nom des droits de l'homme, on va coloniser des territoires et
et réduire des gens en esclavage, plus ou moins au nom de l'égalité citoyenne et de l'égalité abstraite, ben là, c'est tous les problèmes qu'on se prend dans la gueule avec la décolonisation, par exemple. Hein. Donc on voit que là, on est dans une séquence historique qui s'accélère et qui est en fait une période d'effondrement de toutes les certitudes, ce qu'on appelle la fin des grands récits, qui sont remplacés d'ailleurs par des choses qui prennent de plus en plus sur l'intime, hein, la question de la sexualité. Aujourd'hui, la question qu'on pose aux jeunes, c'est pas de savoir où est le bien et le mal en politique, s'il faut être communiste ou capitaliste, comme c'était dans les années du temps de Sartre par rapport à Raymond Aron. C'est est-ce que tu es vraiment un homme ou une femme et est-ce que ton être biologique suffit à te déterminer sur le plan du sexe psychologique. Je ne sais pas si tu vois, ça participe quand même, tout ça, ça a du sens, d'un effondrement, d'un positionnement qui a été d'abord transcendant, puis qui a été quand même, je dirais, politique et collectif. Hein. On est dans du social et qui bascule dans le sociétal à la fin, où tu te retrouves avec un ado qui se demande simplement s'il va prendre des bloqueurs hormonaux ou pas à 14 ans, tu vois. Et donc, on est dans cette période d'effondrement objectif, avec par contre des dominants politiques qui sont toujours là, par la domination de l'argent. Hein. On est quand même dans une séquence qui est la domination par le capital, il ne faut pas oublier. Hein. Même si on croit à des tas de choses, la séquence historique, c'est la séquence de la bourgeoisie capitaliste, objectivement. Et après, comment cette bourgeoisie capitaliste arrive à se maintenir dans une période où sa gestion est de plus en plus catastrophique, où on passe d'un capitalisme de production réelle à un capitalisme de plus en plus financier et fictif. Donc, je ne sais pas si tu vois, comme tous les domaines quand même s'articulent, et qu'il faut faire le lien entre capitalisme financier, LGBTisme, sursaut identitaire, tu vois, qui peut être à la fois flatté et combattu en même temps, avec toutes ces logiques volontairement dysfonctionnelles. Je l'ai expliqué à des gens qui ne comprenaient pas. Je dis, le système aujourd'hui de domination, à la fois favorise systématiquement au niveau local l'implantation des mosquées, en même temps qu'il diabolise l'islam. Hein. C'est-à-dire par l'immigration, on favorise l'arrivée des musulmans en France, tout en les diabolisant. Donc ça veut dire que c'est une stratégie de chaos, hein, objectif. Et les gens qui ont cette stratégie de chaos, effectivement, ne subissent pas la violence du chaos. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ils l'organisent et n'en sont pas la victime. Hein. Et après, leur fonction, c'est qu'on ne fasse pas le lien entre leur responsabilité et la souffrance des électeurs de base. Tu sais, c'est d'arriver à placer des médiations menteuses pour que la colère populaire ne remonte pas à eux. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que même les représentants politiques qui aujourd'hui sont dans le risque de se faire parfois incendier leur bagnole ou prendre des claques dans la rue, ce qui n'existait pas il y a 30 ans, aux périodes des 30 glorieuses, ça n'avait pas de sens, ces gens-là ne sont jamais que des attachés de presse. Ils sont là pour prendre les claques à partir de ceux qui sont le pouvoir, et le pouvoir au-dessus du politique, et qui, eux, ont l'intelligence et les moyens de ne jamais se présenter à aucune élection. C'est-à-dire qu'on entend très peu parler de leur nom. Même un type comme Attali est encore, je dirais, un délégué syndical de la puissance. C'est lui qui prend le risque de faire le commentaire, même si c'est déjà un commentaire non élu. Mais lui-même, il n'est même pas le pouvoir. Il est celui qui est chargé par le pouvoir de faire un travail de communication. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le pouvoir, par définition, on ne le voit pas. Et le système actuel est un système d'invisibilité du pouvoir. Alors qu'à l'époque du roi de France et de l'Église catholique, le roi avait réellement un pouvoir et le pape avait un pouvoir. On pouvait s'en prendre à eux ou pas. Aujourd'hui, on est dans un jeu de masques complet. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de dire du bien ou du mal du RN, du bien ou du mal de Bardella. Moi, je connais tous ces gens-là personnellement. Bardella, je l'ai connu gamin, comme j'ai connu Mario Maréchal. Ils sont passés par ER, d'une certaine manière, à l'époque où j'y étais. Hein. Ils sont passés, pas forcément en adhérent, mais ils venaient aux réunions, ils ont tous parlé avec moi, on s'est tous plus ou moins engueulés sur certains sujets, etc. Et moi, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de message politique simple, il fallait voter pour ou pas voter pour. Parce que mon travail n'est pas celui-là. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.